communauté d'engagement très active, une communauté vivante. Et les réseaux sociaux sont un élément structurant de vivification de cette communauté. Je suis très heureux de retrouver les camarades, les sympathisants et tous ceux qui sont attachés au combat que nous menons. Merci, Monsieur le Président. Avant d'entrer dans le vif de cet arrêt majeur sur... Un sentiment de plénitude. Dans le sens que nous sommes sur une trajectoire cohérente que nous avons démarrée, que nous avons constituée depuis bientôt plus de 10 ans aujourd'hui. Donc, lorsqu'on observe que la cohérence de notre démarche est de plus en plus partagée au niveau mondial, ça fait qu'on ne peut que se réjouir. Un congrès, avant toute chose, c'est une instance organisée, structurée, autour d'une thématique générale. Pour le cas d'espèce, les ateliers ont permis de ramifier le thème général et le thème central. Donc les discours et le discours de politique générale doivent être en cohérence parfaite avec la thématique. Et cette thématique ne tombe pas du ciel. Elle est la consécration d'une dynamique historique qui a sa cohérence. J'insiste sur le mot de cohérence. Donc, nous avons construit un public panafricaniste depuis plus de 10 ans aujourd'hui qui exige de la cohérence, qui exige de la clarté. Et plus de performance au regard du niveau atteint aujourd'hui dans le combat panafricaniste. Donc il était normal que le discours phare de ce congrès soit à la hauteur de cet enjeu-là. Et il a été. Je suis très satisfait de la portée et de l'impact qu'il a eu. Vous savez, nous, au NMP, nous ne sommes pas des chercheurs de popularité. Il y a une confusion extrême entre la notoriété, la célébrité, la popularité. Nous ne sommes pas dans ces registres-là. Une véritable démarche politique populaire, c'est une démarche politique qui prend en charge le destin collectif de l'immense majorité des personnes qu'on engage dans un combat. Pour le cas d'espèce, ce qui nous préoccupe, c'est de savoir si notre démarche réunit se donne les moyens historiques, pédagogiques, politiques de réussir. C'est ça qui est important. Alors, une telle démarche est extrêmement exigeante, elle est harassante et elle ne saurait s'encombrer d'enfantillage et d'immaturité des chercheurs, de popularité et de célébrité. On n'est pas à ce niveau. Donc, nous savons l'impact que nous allons avoir quand nous préparons un discours. Nous le savons. Donc, ça ne surprend pas, nous le savons. C'est pour ça qu'on peut revendiquer le leadership d'une démarche. Un leader n'est pas surpris par sa propre dynamique, sinon il n'est pas un leader. Un leader incarne une dynamique. Un leader trace un chemin, là où souvent il n'y a pas de chemin. Un leader implémente un projet. Et au départ, on n'est pas nombreux. C'est ça le leadership. On n'est pas nombreux. Mais au fur et à mesure, on partage le projet et beaucoup de gens s'y reconnaissent. C'est ça une véritable démarche populaire. Le reste, c'est de l'enfantillage. Donc nous ne sommes pas surpris par l'impact de ce discours. C'est un discours de vérité, c'est un discours vrai. Ça vient du cœur, raisonné, n'est-ce pas, par, évidemment, la raison. Donc c'est un discours de vérité. Le discours de vérité trouve toujours l'auditoire correspondant. Donc nous ne sommes pas surpris par l'impact de ce discours. Merci, nous retenons que c'est un discours de vérité et vous n'êtes pas surpris par l'impact. Oui, mais il est historique. Il est historique parce que
il repositionne le Cameroun au centre du débat politique camerounais. Parce qu'au Cameroun, pendant très longtemps, rarement le Cameroun est au cœur du débat. Au Cameroun, rarement. Ce qui est au cœur du débat, ce sont des égos démesurés, ce sont des positionnements personnels, ce sont des luttes pour le pouvoir. Chacun s'appuyant sur sa stratégie régionale, tribale, clanique et néocoloniale. C'est ça le Cameroun. Mais nous, depuis très longtemps, continuant dans la démarche de nos illustres prédécesseurs, héros nationaux, Oumyobé, Wandé, Moumié et les autres, nous mettons le Cameroun au cœur de la démarche politique. Donc là, on est passé à un autre niveau, qui a été de récapituler toute l'histoire du Cameroun et de présenter au monde en général et aux Camerounais qui, la plupart du temps, ne veulent même pas, pour certains, savoir ce que c'est, ce qu'on appelle le moteur de l'histoire politique dans leur pays. Le problème national camerounais. La dernière fois qu'un homme politique a parlé de cette façon, c'était Oumyobé. Pour poser le problème national camerounais. Si vous n'avez pas cette perspective, vous ne comprenez absolument rien à la politique camerounaise. Vous faites du bruit comme des politiciens autoproclamés le font. Mais vous ne serez jamais à la hauteur des enjeux. Donc, et la connaissance du problème national camerounais permet de dégager le possible politique au Cameroun, le possible économique, le possible culturel, pas au sens de l'héritage, mais de la créativité, de l'invention culturelle. Bon, je ne sais pas de quoi est-ce qu'on parle quand on veut réduire la politique à l'anti-biaïsme primaire d'une part, et de l'autre côté au biaïsme primaire de l'autre part. Donc nous, on dépasse ça. Le Cameroun est trop grand pour ce genre pour un tel rapetissement politique. Donc notre congrès et ce discours avaient vocation à, parce que le temps a été mis pour ça, à remettre le Cameroun de manière claire pour tout le monde au cœur du débat politique. C'était le sujet d'entrée. Je vous en prie. Et nous allons donc passer au point fin du discours du président de la République, son Excellence Paul Biya, par rapport à la célébration du 80e anniversaire du débarquement. Mais avant toute chose, Monsieur le Président, comment appréciez-vous le contexte de la tenue de ce discours? C'est important de rappeler le contexte dans lequel ce discours a émergé. Parce qu'un contexte, ça implique une histoire. Ça implique des acteurs. Ça implique le lieu. Une mémoire, une grande mémoire de ce qui est commémoré. On ne commémore pas pour commémorer, sauf pour les naïfs. Les commémorations, quand elles sont prises en charge par les États, ne sont jamais gratuites. Elles ne sont pas séparées des enjeux géopolitiques, des enjeux diplomatiques, des enjeux économiques qui engagent ces États-là. Donc, cette célébration se tient dans un contexte précis où le monde fait face à des chamboulements inédits, des chamboulements géopolitiques inédits. En même temps, l'avenir est menacé. Les perspectives du monde sont menacées par la possibilité d'une guerre qui est la résultante de dynamiques de puissance devenues folles, qui est la résultante des dynamiques impérialistes qui constituent l'identité de certaines nations. Et ça nous met au cœur de la trame de l'histoire du monde depuis quelques siècles. L'histoire du monde qui est marquée par la domination et l'hégémonie de l'Occident. Cette hégémonie s'est traduite par des drames extraordinaires, des génocides ont précédé ici et là l'avènement de cette domination, l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme. Global, c'est d'ailleurs, on ne peut pas expliquer, on ne comprend pas la guerre en Ukraine si on n'a pas cette lecture des événements. Global, colonialisme global, et qui a atteint un point culminant de nos jours, non seulement au niveau de
la crise de la dette au niveau international, qui elle-même traduit déjà l'emballement de l'économie. Et ça, c'est un mot plutôt apaisé, hein, ne pas dire plus, l'emballement de l'économie, qui est une économie truquée, aux dépens des pays faibles, des pays non puissants. Donc on a truqué l'économie, et la dette demande ça. Alors, ça se traduit au niveau géopolitique par des tensions extraordinaires. L'Ukraine, c'est connu, mais ce qui se passe à Gaza, c'est une honte pour l'humanité. Gaza, c'est une honte pour l'humanité. Gaza, c'est la défaite de l'humanité qui se tait et s'affaisse devant un criminel de guerre, un être affreux, le Premier ministre de l'État d'Israël, qui en plein XXIe siècle marche sur toutes les valeurs qui ont constitué le berceau, ou bien les valeurs qui ont constitué ce qu'on pourrait appeler la matrice de la dignité humaine, telle que les uns les autres en conviennent en ce début du XXIe siècle. Et Gaza est en train de nourrir, de féconder, d'accélérer, d'aggraver les conditions d'une troisième guerre mondiale. Mais Israël est là, nargue le monde. Son premier ministre nargue le monde. C'est-à-dire, toutes les valeurs de l'humanité sont niées par le comportement de ce voyou, il faut l'appeler comme il est, Netanyahou. C'est inacceptable. Est-ce que l'humanité, comment on peut expliquer ça? Comment est-ce qu'on va expliquer ça demain à nos enfants qu'un tel drame s'est produit sous nos yeux? Mais n'oublions pas le Yémen. Ça va devenir une vieille guerre qu'on a oublié. Mais c'est Gaza qui ramène le Yémen en première ligne. Le Sahel brûle devant le monde entier en mondovision. Et on sait qui met le feu au Sahel. Les puissances occidentales en général et la France en particulier ont mis le feu au Sahel en entretenant une armée de terroristes dont le projet est connu, la recolonisation du Sahel. Donc voilà le contexte dans lequel le monde se tient. Donc une telle commémoration, avec toute sa charge historique, ne pouvait pas échapper à l'emprise, à l'impactation de ce contexte-là. Il est donc normal qu'un tel discours soit apparu, parce qu'il était nécessaire. Il y avait une demande d'un discours de ce niveau. Parce que le pays qui commémore s'appelle la France. Et sa particularité, c'est de persister dans la colonisation du continent africain. C'est ça le problème. Deuxièmement, la charge historique se traduit aussi par le fait qu'il y a une négation d'une vérité historique, à savoir l'apport des Africains pour faire de la France une nation libre, pour ne parler que de la France. Cette vérité historique est niée. Quand elle est reconnue, c'est de façon tronquée. Parce que la grande France ne doit jamais perdre la face. Mais les temps ont changé. Le panafricanisme a fait son œuvre, panafricanisme renaissant, parce qu'en fait, il n'y a jamais eu d'arrêt du combat panafricaniste. Ce sont des flux et des reflux dans le combat, mais la continuité est claire pour tout le monde. Donc, cette séquence-ci nous a mis en première ligne. Et on assume ça, parce que c'est une œuvre grandiose, historique, héroïque, glorieuse. On est très fiers. Alors le panafricanisme a rattrapé le contexte de cette commémoration et fait qu'on ne peut pas commémorer cet événement-là, ce qu'on appelle le débarquement en province, on ne peut pas le commémorer dans un contexte de panafricanisme renaissant sans mettre sur la table les vraies questions. Et le président Paul Biya, le président patriarche, j'ajoute patriarche parce que je suis un Africain, un homme de cet âge, c'est une chance pour toute l'humanité. Mais vous savez que nos positions sur le président Biya sont controversées. Moi, j'aime la controverse. J'aime ce type de controverse. Parce qu'il faut qu'il y ait controverse pour que l'histoire tranche. Et l'histoire tranchera. Et ceux qui font semblant de ne pas voir des vérités, ceux qui font semblant de nier les réalités, parce qu'on déteste un homme, parce qu'on hait quelqu'un, mais c'est leur problème.
Nous sommes dans la dynamique objective, totalement dépersonnalisée. Donc, le président Patriage a assumé ce rôle historique de parler au nom de l'Afrique et de poser ce problème, tout en respectant les canons diplomatiques, les contraintes d'un chef d'État dans cette situation-là. Mais il a posé le débat, il a parlé au nom de l'Afrique avec les mots qu'il fallait et il a problématisé de la façon la meilleure qu'il soit les enjeux de cette commémoration en ce qui concerne les relations de la France et des pays africains. Merci, Monsieur le Président. Par rapport au contexte que vous venez de développer, vous avez dit qu'il y avait une demande de ce discours de haut niveau. Et lorsqu'on entre dans ce discours, il y a des déclarations très fortes sur lesquelles nous aimerons nous appesantir. Le président Paul Biya nous fait savoir